Pour résumer la situation, il y a deux choses. Hein. Il y a donc la stéatose, hein, qui est un dépôt de graisse, hein, qui est, disons, le début du problème. Et puis, il y a des risques d'évolution vers l'inflammation, vers de la nécrose, de la fibrose, de la ballonisation. Et on est dans cette situation dans le cas du stéato-hépatite. Donc, le risque, c'est le risque cardiovasculaire. Il a été bien dit que le décès est lié davantage à des problèmes cardiovasculaires qu'à l'hépatopathie elle-même ou à ses complications, c'est-à-dire le cancer du foie. Le diagnostic est subodoré, si je peux dire ainsi, chez des sujets qui ont un syndrome métabolique, à ceci près que le syndrome métabolique pourrait avoir disparu et que la NASH est installée. C'est-à-dire que devant une NASH, lorsqu'elle est suspectée, par exemple, il faut, même si le sujet n'a rien de syndrome métabolique, il va falloir lui demander si, dans le passé, il avait eu un diabète, une hypertension artérielle, une obésité, etc. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Madame, on peut avoir un micro pour madame, s'il vous plaît? L'obésité au cours du syndrome métabolique. Donc en introduction, le syndrome métabolique ou d'insulino-résistance, c'est une constellation d'anomalies métaboliques et cliniques étroitement liées, puisqu'elles ont un substratum physiopathologique commun qui est l'obésité. Le syndrome métabolique est retenu chaque fois qu'au moins 3 de ces 5 anomalies coexistent chez un même sujet. Donc, dans un contexte d'augmentation de la prévalence de l'obésité liée à la sédentarité, le syndrome métabolique est devenu un problème de santé publique auquel est consacré un nombre croissant de publications scientifiques. Donc, le syndrome métabolique a été sujet à plusieurs controverses. S'agit-il d'un mythe ou d'une réalité? Grandi argue le fait que le groupement des 5 facteurs de risque du syndrome métabolique ne peut pas être expliqué par le hasard. Et si le syndrome métabolique est défini en tant que multiples facteurs de risque qui sont métaboliquement corrélés, alors le syndrome métabolique existe. Donc, en effet, 20 à 25% de la population adulte mondiale présente un syndrome métabolique. Il s'agit d'un indicateur de risque accru ou de la présence de maladies cardiovasculaires et ou de diabète. Plusieurs définitions ont été proposées, toutes fondées sur un consensus, et leur objectif, c'est de fournir des critères simples pour repérer les sujets qui ont ce syndrome et les risques qui lui sont propres, c'est-à-dire développer un diabète et un risque cardiovasculaire. Donc l'intérêt de la définition d'EDR, c'est qu'elle tient compte de la spécificité éthiopathogénique, puisque le critère obésité abdominale est obligatoire. En effet, le tissu adipeux est un organe métaboliquement actif ayant une activité endocrine et pro-inflammatoire. Et donc le syndrome métabolique est intimement lié à l'obésité, en particulier abdominale. Donc l'objectif de ce travail, c'est de caractériser l'obésité au cours du syndrome métabolique. Ainsi, nous avons réalisé une étude observationnelle multicentrique descriptive qui a inclus 687 patients avec un syndrome métabolique selon l'une des 3 définitions, et donc chez qui les mesures anthropométriques ont été réalisées. Alors, quels ont été nos résultats?
Dans une population à risque, la prévalence du syndrome métabolique était de 45%. Donc la combinaison, donc les phénotypes les plus rencontrés étaient la combinaison de 3 critères: obésité abdominale, hypertension artérielle et dysglycémie. Donc la répartition selon l'âge moyen de notre population était de 58 ans. Et donc la prévalence du syndrome métabolique augmente avec l'âge, avec 2 pics de fréquence entre 50 et 59 ans et à partir de 60 ans. La répartition selon le sexe a retrouvé une prépondérance féminine de manière significative. Donc, un tiers de notre population ayant un syndrome métabolique avait un bon niveau socio-économique. Plus de la moitié de notre population avec syndrome métabolique était analphabète. Et 82% de notre population d'études était inactive et n'avait donc aucune activité professionnelle. La sédentarité était présente chez 70% des patients porteurs de syndrome métabolique. Alors, l'étude de la prévalence des facteurs de risque dans cette population de syndrome métabolique a relevé que l'obésité était la plus fréquente. Elle était définie majoritairement dans plus de 90% des cas sur le tour de taille sur tour de hanche et sur l'obésité abdominale à partir du tour de taille. Alors que l'obésité définie par le BMI n'était rencontrée que chez 40% des syndromes métaboliques. Quelles ont été donc les caractéristiques de cette obésité? Donc la prévalence du syndrome métabolique augmente avec le BMI, cependant 22% de syndrome métabolique étaient normaux-pondéraux. Donc la prévalence de l'obésité, elle augmente avec le BMI, mais cependant elle n'est pas proportionnelle avec le degré de l'obésité donc dans notre population d'études. L'obésité classe 1, elle caractérisait significativement les hommes dans notre étude, et l'obésité morbide, elle caractérisait de manière significativement donc les femmes avec syndrome métabolique. Donc la répartition de l'obésité androïde définie par le rapport tour de taille sur tour de hanche ne retrouvait pas de différence selon le sexe. Quant au tour de taille, le tour de taille moyen était significativement plus élevé chez les femmes dans notre étude. Le critère tour de taille a été objectivé dans 18 combinaisons sur les 23 donc, qui ont été recensées définissant le syndrome métabolique. L'obésité définie selon la NCEP-APP3 était retrouvée chez 76% des patients présentant un syndrome métabolique, et l'obésité définie selon l'IDF, elle était présente chez 91% des syndromes métaboliques. Donc il a été relevé que la prévalence du syndrome métabolique augmente avec l'importance du tour de taille, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et donc, 2 facteurs de risque cardiovasculaire étaient significativement associés à cette obésité abdominale, c'est l'hypertriglycéridémie et les troubles de la glycorégulation, et avec le plus souvent le diabète de type 2. Alors, à la lumière de ces résultats, donc notre discussion, nous dirons que la prévalence du syndrome métabolique augmente avec l'âge, avec un pic à partir de 60 ans. Aux États-Unis, 40 à 45% des plus de 60 ans ont un syndrome métabolique. L'OMS estime que plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont en surpoids et plus de 300 millions sont cliniquement obèses. Aux États-Unis également, plus de 60% des adultes sont en surpoids ou bien obèses. Compte tenu de sa forte prévalence, l'obésité est devenue une pandémie galopante, donc jamais égalée. Alors, il a été noté que 22% de notre population syndrome métabolique était normopondéraux. Selon la littérature anglo-saxonne, il existe ce sous-groupe d'individus de corpulence normale faussement rassurante, présentant les caractéristiques métaboliques associées à l'obésité donc abdominale, et qui sont appelés, ce sont les sujets non obèses, métaboliquement obèses. L'existence de ce groupe a été décrite pour la première fois au début des années 80 par Ruderman et remise en exergue par le même groupe en 98. Donc la prévalence de ce groupe de sujets normopondéraux métaboliquement obèses, elle est de 5 à 10% selon les études, et ces personnes sont exposées aux facteurs de risque du syndrome métabolique au même titre que les sujets avec obésité abdominale. Il est important d'un point de vue de santé publique de repérer ces sujets. Pourquoi? Parce qu'ils passent au travers du dépistage en raison d'un BMI normal ou quasiment normal. Donc la prévalence individuelle de l'obésité diffère selon les définitions du syndrome métabolique et les régions. En Algérie, une étude faite sur l'obésité abdominale à Constantine a objectivé une prévalence de l'obésité abdominale qui était de 33% selon la TP3 et 52% selon l'IDF.
L'étude ISOR également oranaise a retrouvé que l'obésité abdominale était de 30% chez l'ensemble de la population avec syndrome métabolique avec une prépondérance féminine. Selon les différentes enquêtes, l'obésité a atteint des proportions épidémiques dans notre pays, ce qui réaffirme que l'Algérie évolue dans le sens de l'occidentalisation. Donc, cette obésité prépondérante chez les femmes s'expliquerait par la multiparité qui caractérise les femmes dans notre pays et la prise de poids post-ménopausique. Donc, la sédentarité a été retrouvée chez 75% des syndromes métaboliques dans l'étude ISOR. À noter que l'activité physique a tendance à être faible dans notre pays, chez les femmes dans le Maghreb et Moyen-Orient, du fait des coutumes sociétales. Donc, dans notre population, dans 46% des cas, deux facteurs de risque s'associent étroitement à l'obésité abdominale, c'est l'hypertension artérielle et la dysglycémie. En conclusion, nous dirons que le syndrome métabolique est la conséquence de la progression de l'obésité abdominale. Il est devenu un enjeu de santé publique en Algérie. Donc, le BMI ne représente pas un outil fiable prédictif des anomalies métaboliques. Il existe une relation entre le tour de taille et la prévalence du syndrome métabolique. Cette dernière, elle augmente avec l'importance du tour de taille. Cette relation représente un argument supplémentaire en faveur du rôle joué par l'obésité abdominale. Et en recommandation, nous évoquerons l'importance des programmes de sensibilisation sur les facteurs de risque cardiovasculaire dans la sédentarité et l'obésité. Des programmes de lutte sont nécessaires pour stopper cette pandémie d'obésité et de syndrome métabolique. Et des études également sont nécessaires pour évaluer l'influence de l'activité physique et de la sédentarité et leur association conjointe au syndrome métabolique. Et je vous remercie.